Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui, nous allons parler de Tintin. Et plus particulièrement Tintin et le Totem d'Or. Alors faut savoir qu'ici, on est en pleine redécouverte de Tintin, puisque mes filles ont découvert la série animée des années 90 sur Netflix, et donc on en bouffe du Tintin. Et ce pour mon plus grand plaisir, parce que c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas ouvert une BD de Tintin, et là, redécouvrir la série animée avec son super générique, c'est génial. Et donc évidemment, une chose en amenant une autre, on a ressorti Tintin et le Totem d'Or, et c'est un jeu dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo top 50 sur les jeux de l'adolescence. Il était très bien placé parce qu'on y jouait énormément. Et franchement, il démérite pas. On l'a retesté là du coup récemment et c'est vrai qu'il fonctionne super bien. Alors attention, c'est un jeu super simple mais avec une petite astuce de matériel comme ça qui le rend intéressant. Et surtout, c'est un jeu qui est extrêmement respectueux de l'univers dans le sens où on va retrouver absolument tous les personnages de l'univers de Tintin. Et en plus de ça, ces personnages-là, ils vont pas juste être là pour illustrer la licence, on va dire, ils vont vraiment avoir des comportements qui sont raccords avec les comportements qu'ils peuvent avoir dans la BD. Et en ça, Tintin et le Totem d'Or a eu pas mal de chance parce que vraiment, il a bénéficié d'un pur respect de la part de l'éditeur. Tintin et le Totem d'Or est donc un jeu de Dominique Tellier pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans et des durées de partie qui ne sont pas mentionnées sur la boîte, mais bon, une partie de Tintin et le Totem d'Or, c'est 30 minutes, allez, vraiment 40 minutes si vous traînez. Installez-vous confortablement, ne quittez pas votre douillet canapé à Moulinsart pendant ce temps. Moi, je pose les pions sur la table. Alors voilà, Tintin et le Totem d'Or est installé. Alors la première chose que l'on note, c'est que c'est un joli jeu, voilà, qui est tout à fait dans la veine de la bande dessinée. On retrouve vraiment les couleurs qu'on a dans les cases de la BD d'Hergé, tout simplement. Je suis pas sûr que ce soit des cases issues de la BD elle-même, je suis pas certain. Ça, je suis pas du tout assez fan, pour vous le dire. N'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires si c'est le cas. Mais une chose est sûre, c'est vraiment très esthétique. Voilà, on est chez Tintin, quoi, tout simplement. Alors, dans ce jeu, on va pouvoir incarner Tintin, on va pouvoir incarner Dupont et Dupont, les fameux. On va pouvoir incarner le professeur Tournesol. On va pouvoir incarner le capitaine Haddock, évidemment. Et alors, Tintin, bien entendu, c'est les voyages. Et donc, du coup, dans ce jeu, on va pas mal voyager. On va visiter beaucoup de pays, y compris les fameux pays inventés par Hergé, la Sildavie, la Bordurie, le Nuevo Rico, le San Théodoros et d'autres. Donc je pense pas qu'on ait oublié un seul pays visité par Tintin et son équipe. Sincèrement, je trouve que le plateau est assez classe. Et donc le but du jeu de nos amis dans cette aventure, ça va être d'aller enquêter sur des totems. Il va y avoir des totems authentiques et il va y avoir des faux. Donc pour aller vérifier tout ça, bien sûr, il va falloir se déplacer. Alors, la mécanique est très simple, on va lancer 2 dés et dans un premier temps, on va considérer uniquement le dé de déplacement. Le dé classique. Sauf si le dé d'action spéciale ici est sur sa face verte avec ses petites étoiles et tout, ça veut dire que vous avez été assommé. Et donc, tout simplement, vous passez votre tour. Si jamais le dé spécial s'est arrêté sur n'importe quelle autre face, du coup, on va appliquer le déplacement. Alors, dans ce jeu, un petit peu comme dans Talisman, en fait, vous pouvez partir à droite ou à gauche, c'est selon vos envies. Donc, tout le monde démarre à Moulinsart, donc là, j'ai fait 3, donc je vais pouvoir partir soit en Sildavie, soit en Égypte. Et donc, ce que je fais quand j'arrive ici sur une case sur laquelle le totem n'a pas encore été visité, et on le voit là, les totems, pour l'instant, ils sont tous hors de la case, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas encore été étudiés, ça veut dire qu'il va falloir enquêter dessus. Je prends le totem ici, et puis je vais regarder si c'est un totem authentique ou si c'est un faux. Et pour ce faire, et là est l'originalité du matériel de Tintin et le Totem d'Or, je vais me saisir ici de ce petit pupitre, et donc je vais tester le totem, je vais l'insérer à l'intérieur. Alors là, de deux choses l'une, soit le totem reste tranquillement dans son écrin, soit il en est éjecté. S'il reste dedans, ça veut dire que le totem est bon, s'il est éjecté, ça veut dire que c'est un faux. Alors on va tester, alors là en l'occurrence, vous voyez que c'est un faux, et il veut pas rester dedans, même si j'insiste. Bon, comment ça marche? Je pense que vous avez compris, c'est pas magique, malgré ce que la règle stipule, c'est tout simplement un système d'aimants. En 2 mots, Vous voyez dessous là, hop, on a des petits aimants. Et donc si j'avais testé un totem véritable, comme celui qui est en Arabie là par exemple, le totem serait resté dedans et il aurait tenu. Alors cette enquête, elle va se faire secrètement. C'est-à-dire que vous allez passer votre totem et votre écrin sous la table là et regarder un petit peu si ça rentre pas. Vous allez vous cacher de manière à ce que les autres ne sachent pas
pas si c'est un bon ou un mauvais totem. Donc là, pour ceux qui connaissent le jeu, vous vous rappelez très bien, quand on fait le test comme ça secret, eh bien malencontreusement, des fois, quand le totem est attiré, eh bien ça fait un petit clac dans le fond de l'écran. Donc on y va vraiment doucement pour tester. Il y en a même qui faisaient le test au dos de l'écran, voilà, pour que ça fasse un clac, quand en fait, eh bien le totem était faux. Ouais, il y avait des techniques de bluff de ouf en fait autour de ce jeu. Il y en avait qui faisaient exprès de frapper sous la table et tout pour que ça fasse un petit bruit. Ou alors même si le totem était bon, eh bien on le faisait tomber sous la table pour faire croire que c'était un faux. Et donc pourquoi est-ce qu'on faisait tout ce bordel là, faire croire que celui-là il était bon, celui-là il était faux, etc., à faire croire le contraire? Eh bien tout simplement parce qu'une fois qu'on a fait notre enquête, le totem on le situera ici au milieu de la case, et désormais en fait il est accessible à tous les joueurs autour du plateau de jeu, à partir du moment où ils arrivent eux aussi sur cette case, accessible donc afin de pratiquer une enquête publique. Donc quand on arrive sur la case ici, eh bien on va pouvoir tester le totem publiquement, on peut plus le tester secrètement. Alors si le totem est bon, eh bien vous le gardez avec vous, et à la fin de la partie il vous rapportera un point. Si le totem est un faux et que vous avez fait une enquête publique, ben là c'est la catastrophe puisque vous perdez un point d'enquête. Alors on va les appeler des points de vie en fait, parce qu'en fait ça se rapproche beaucoup plus de points de vie, de points de santé que de point d'enquête. Je trouve ça un peu bizarre comme terme. Je pense que c'était parce que le jeu était dédié aux enfants, donc il fallait pas parler de vie, de mort, de santé, de blessures, etc. Mais au final, ce sont des points de santé. Alors, on ne meurt pas dans Tintin et le totem d'or, mais par contre, lorsqu'on tombe à 0, eh bien on perd tous les totems qu'on a pu récupérer pendant la partie, et ça c'est très gênant. Parce que qui dit perte de totem, dit perte de points, tout simplement. Alors vous avez le choix, si vous arrivez sur une case dans laquelle un totem aura déjà été enquêté, qu'il se situe au milieu de la case, ben vous avez tout à fait le droit de ne pas enquêter dessus parce que vous savez que le totem est faux tout simplement, ou parce que vous estimez qu'il est faux, vous voulez pas prendre de risques, enfin c'est comme vous voulez. Le monde se divise en deux catégories, les joueurs qui prennent des risques et ceux qui prennent pas de risques. Alors notez bien que sur le plateau de jeu, il y a des cases spéciales, bon elles sont très peu nombreuses, mais toutes les cases mères par exemple permettent de rejouer le dé, et ensuite il y a la case de Moulinsart qui nous permet de récupérer un point de santé. Donc ça vaut le coup de repasser par Moulinsart de temps en temps, surtout si on a des totems, histoire de se refaire une santé et de ne pas perdre bêtement ses points. Alors maintenant que l'on a vu le déplacement, on va parler du dé spécial. Alors sur ce dé spécial, vous voyez, on en prend en compte du coup après notre déplacement, et bien vous voyez, hormis la face où on indique qu'on a été assommé, il y a une face +1 qui vous permet tout simplement de vous soigner et donc de récupérer un point de santé, c'est tout bête. Et les faces totem vous indiquent qu'en fait, il vous suffit de piocher une carte totem tout simplement. Alors pour moi, ces cartes totem en fait, c'est peut-être le plus intéressant dans le jeu. C'est ce que je disais en début de vidéo, en fait, dans ce jeu, il y a un respect profond de l'univers, et donc à travers ces cartes, eh bien on va retrouver tous les personnages de l'univers de Tintin. Et c'est pas juste des cartes lambda, voilà, pour illustrer un petit peu le jeu, il y a vraiment... les personnages ont une action sur le déroulé du jeu, et vraiment c'est cohérent par rapport à la personnalité de ces personnages, par rapport à leur comportement dans la BD. Donc vraiment il y a un côté assez immersif quand on pioche une de ces cartes. Donc je vous laisse en admirer quelques-unes. Vraiment à chaque fois qu'on pioche une de ces cartes, il y a un sentiment d'excitation parce qu'on sait pas du tout sur quoi on va tomber. Est-ce que ça va être un effet négatif, un effet positif? Là par exemple, si je tire Ranko, eh bien Ranko, vous le savez, dans la BD, eh bien, c'est ce fameux gorille voilà, qui surveille le gros château que l'on retrouve au Royaume-Uni. Et donc la carte nous dit le terrible Ranko défend son territoire, placez cette carte sur Royaume-Uni, chaque fois qu'un joueur passe ou s'arrête sur cette case, il perd un point d'enquête. Donc les points d'enquête, je le rappelle, c'est ce que j'ai appelé les points de santé moi. Bon, je vais pas passer toutes les cartes du jeu, mais un autre exemple, voilà, Ridgewell, ou Ridgewell, je sais pas comment il s'appelle, eh bien la forêt équatoriale n'a plus de secret pour cet explorateur anglais. Si vous le souhaitez, placez-vous sur Nuevo Rico et enquêtez... et enquêter, sur le totem qui s'y trouve. Dans cette pioche de cartes, on va également trouver des hydravions pour se déplacer sur les cases mères, qui, je le rappelle, nous permettent de rejouer. On va également trouver des armes, parce que même si on est dans un univers un peu enfantin, on est dans Tintin, et dans Tintin, il y a des armes. Donc on va retrouver des pots de banane, on va retrouver des pistolets, on va retrouver des matraques, on va retrouver des mitraillettes. Et à quoi servent ces armes? Eh bien on va en parler tout de suite, puisque la dernière phase dont je dois vous parler sur le dé spécial, eh bien c'est celle de Rastapopoulos. Et Rastapopoulos, c'est vraiment le méchant iconique de ce jeu, et je crois que d'ailleurs c'est le méchant iconique dans Tintin tout court. Et alors il y a d'autres méchants qui vont agir au travers des cartes, vous l'avez vu tout à l'heure, il y en a qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, il y a Ranko par exemple, mais il va y avoir le Fakir par exemple, qui va permettre de voler un totem à un adversaire, mais vraiment celui qu'on va voir en permanence, celui qui va nous embêter tout le temps, eh bien c'est Rastapopoulos. Parce que à chaque fois qu'un joueur va tirer cette phase sur son dé spécial, et le dé en contient 2, eh bien il va pouvoir envoyer cet ennemi sur un adversaire. Dès que Rastapopoulos atteint votre case, eh bien il y a combat. Les combats se résolvent assez rapidement, assez facilement, puisqu'il s'agit de lancer un dé pour Rastapopoulos, un dé pour son adversaire, et celui qui fait le plus gros score gagne le combat. Mais avant de se battre, en fait, on peut décider d'utiliser une arme. Donc ça c'est le joueur qui choisit, voilà, est-ce qu'il veut sacrifier une matraque, une mitraillette, peu importe.
tous les types d'armes apportent des bonus différents de combat. Et donc là, par exemple, si le capitaine Haddock utilise sa matraque, eh bien il rajoute +2 à son lancer de dés. Je rappelle que cette décision, il la prend avant que les deux adversaires lancent leurs dés. Hein. Donc c'est vraiment une prise de risque que l'on fait avant ou pas. En fait, ça dépend un petit peu de est-ce que vous possédez des totems ou pas, en fait. Parce que bon, on meurt pas dans le jeu, donc si on tombe à 0 points de santé, ben, on retourne à Moulinsart et on récupère ses 4 points. Mais si on a des totems en sa possession, eh ben, si on tombe à 0, on perd ses totems. Voilà, il faut savoir que Rastapopoulos, quand vous perdez un combat contre lui, vous fait perdre 2 points de santé. Voilà, alors la partie est quasi terminée quand on a découvert 8 bons totems, et il y en a que 8 dans le jeu, donc en gros, il faut tous les trouver. Lorsque ce moment arrive, apparaît sur le plateau le totem d'or. Le totem d'or apparaît sur la case sur laquelle est situé Rastapopoulos. Et le totem d'or, on sait qu'il est bon, hein, donc celui-là, on va se ruer dessus pour le récupérer. Il vaut 2 points de victoire, et quand on l'atteint, ben, c'est directement une enquête publique et on récupère les 2 points. Bon, par contre, si Rastapopoulos est encore sur la case quand on arrive, ben, il va falloir se battre contre lui, donc vaut mieux arriver avec des armes et tout. Hein. Donc voilà, là je vous ai expliqué Tintin et le Totem d'Or, je pense que vous aurez compris que c'est un jeu très simple, mais il est absolument pas désagréable dans le sens où, ben déjà, on tourne pas bêtement dans un seul sens autour du plateau comme on pouvait le faire dans nombre de jeux à l'époque. Voilà, on peut vraiment choisir droite, gauche, on choisit le pays dans lequel on va. Il y a le matériel avec l'écran qui permet d'enquêter, qui est vraiment cool, franchement c'est un matériel original. Hein. C'est tout con, voilà, c'est juste des aimants, mais pour des gosses, mais même pour des adultes, en fait, c'est super rigolo. Il y a de la baston avec Rastapopoulos, on collectionne les armes et tout, bref, il y a quand même un peu d'adrénaline. Mais surtout, le gros point fort de Tintin et le Totem d'Or, c'est vraiment son respect de l'univers. Le fait de voyager comme ça dans tous les pays qu'il est allé voir Tintin, c'est vraiment cool. Et puis le fait de rencontrer tous les personnages qu'il a rencontrés, ça c'est encore mieux. Du coup, est-ce que Tintin et le Totem d'Or est un indispensable en termes de jeu de société? Je pense pas. Mais par contre, pour un fan de Tintin, c'est un incontournable à mon avis. Je veux dire, vous l'avez vu, c'est le deuxième jeu Tintin qu'on traite sur cette chaîne. La dernière fois, c'était Tintin et les Tintinors. Ça n'a rien à voir avec ce jeu-là. Hein. Tintin et Tintinors, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Une licence plaquée sur un plateau. Voilà, c'est un Monopoly avec la gueule de Tintin. Là, cette fois-ci, on a vraiment un jeu qui a été fait par quelqu'un qui aime Tintin. Et ça change tout. Bref, nous, on prend beaucoup de plaisir avec ce jeu et je vous confirme qu'à partir de 7 ans, c'est tout à fait jouable. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table, 1000 millions de 1000 sabords.